beaucoup pour ces explications et tout le propos liminaire qui est très clair. Donc on peut en tirer une première conclusion. Nous, on est sur une mission d'information en fait qui est sur l'offre automobile d'un point de vue, je ne sais plus l'ordre exact des termes, énergétique, fiscal, industriel, écologique, et j'ajouterais social. En termes d'emploi, je voudrais peut-être aller directement au premier propos de Jean-Marc Jancovici sur le fait que les perspectives économiques globales, très brillamment démontrées, font que les instruments de politique publique à privilégier, c'est le levier fiscal et le levier réglementaire. Et en même temps, j'ai relevé une contradiction que je voulais creuser dans le propos quand vous avez rapidement évoqué les bonus, les primes à casse. C'est-à-dire que si on regarde d'un point de vue aussi bien sanitaire que écologique que l'intérêt industriel, la question première est celle du renouvellement du parc, qui se fait de plus en plus lentement, c'est-à-dire que la durée de détention d'un véhicule est aujourd'hui de plus en plus longue et qu'on achète une première voiture de plus en plus tard. Une voiture neuve, si je mets de côté la question néanmoins majeure du marché de l'occasion. Donc peut-être est-ce qu'on peut revenir sur les instruments de politique publique pour accélérer le renouvellement du parc, sachant que le bonus est chaque année réduit pour qu'il soit équilibré par le malus qui est perçu, que les primes à la casse sont coûteuses et qu'elles ont toujours provoqué des effets rebonds. C'est-à-dire qu'on a un effet de soutien au marché automobile dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, les voitures qui ont été achetées, j'allais dire plus vite, ne sont pas achetées plus tard, et donc on a des effets de report, en fait, enfin, de report, enfin, vous m'avez compris. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est sur les bases des mesures fiscales et des mesures réglementaires. Un des grands constats qu'on fait dans nos travaux, c'est que jusqu'ici, la réglementation, notamment européenne, mais ça vaut aussi pour les politiques publiques françaises, comme si on avait deux cerveaux. C'est-à-dire on a un cerveau climat et un autre cerveau qualité de l'air. Donc, on a massivement encouragé le diesel avec un critère consommation et CO2, sans regarder assez vite, même si elles ont été regardées et qu'il y a eu des réglementations et un certain nombre de progrès, les questions de particules, NOx, etc. Et on a des réglementations européennes avec d'un côté des directives climat, de l'autre côté des directives qualité de l'air ou normes des véhicules sur les émissions polluantes. Et sachant que vous êtes tous les deux d'éminents spécialistes de ces questions, nous, on se pose vraiment le problème de l'approche systémique et globale intégrant l'ensemble des paramètres. Je voudrais bien que vous développiez cette histoire de vignette. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, une annuelle sur les émissions polluantes des véhicules, que ce soit des émissions CO2 ou c'est ça dans votre esprit. Enfin, je voudrais que vous développiez. Et ensuite, je voudrais votre point de vue sur la partie mobilité de la PPE, de la programmation pluriannuelle de l'énergie, du projet qui est en cours de consultation et de discussion. Voilà pour l'instant. Merci beaucoup. Y a-t-il des collègues qui souhaitent poser des questions? Non? Voilà. Pour ma part, si vous me le permettez, je voudrais juste ajouter une question qui peut sembler un peu éloignée du contexte ou du sujet. Particulièrement, Monsieur Jancovici, dans le scénario que vous développez de décroissance, ou de récession plutôt annoncé, est-il, à votre avis, accéléré par l'injection massive de liquidités par les banques centrales? Non, il est freiné. Il est freiné, vraiment? Oui, mais du coup, c'est un sursis. Oui. Donc, deuxième étape de question, sera-t-elle encore plus grave que la précédente? Non, enfin plus grave du fait de cette injection de liquidité. En gros, une partie du PIB qu'on achète en ce moment, c'est de l'inflation d'actifs qui est financée par les largesses de la Banque centrale. Et au moment où les actifs se corrigent à la baisse, donc si vous avez un krach immobilier, un krach je ne sais pas quoi, vous avez une correction dans l'autre sens, dont je suis infichu de connaître l'ampleur, parce que je ne vois pas avec quelle
type de modélisation de l'avenir, je serais capable de la calculer. Par contre, qu'elle n'arrive pas dans les quelques années à venir, voire même dans les quelques mois à venir, me semble peu probable. Voilà. Mais on reste sur une appréciation du contexte basée sur des liens de cause à effet qui ne sont pas quantifiables à la virgule près, quoi. Juste une deuxième petite question sur des territoires où la taxe carbone a été, où les marchés du carbone ont été expérimentés, type Californie. Vos hypothèses ont-elles été vérifiées? D'accord. Non, mais ça, alors il y a deux réponses qui vont être très rapides. Mon avis sur la PPE est nul parce que j'ai pas regardé et j'ai pas d'avis. La taxe carbone n'est jamais mise aujourd'hui à des niveaux qui sont susceptibles d'avoir une influence dans les questions de mobilité. Alain a dit tout à l'heure quelque chose qui est absolument central à garder en tête. 50 $ le baril, c'est 100 € la tonne de CO2. Ce qui veut dire que si on attend gentiment que le prix du pétrole remonte, car malgré ce que je dis tout à l'heure, il y a un moment où il finira par remonter, ça veut dire que vous dites aux producteurs, eh bien, messieurs les producteurs, nous, on n'a pas eu le courage de taxer le carbone chez nous, donc on vous laisse gentiment encaisser 100 € la tonne de CO2 quand le prix du pétrole remonte. Voilà ce qu'on dit aux producteurs. Voilà très exactement ce qu'on dit aux producteurs. Donc on ne dit pas aux consommateurs, tu vas payer moins cher, on dit juste, tu ne vas pas payer les fonctionnaires français, tu vas payer les fonctionnaires russes, vénézuéliens, saoudiens, qui sont ravis du reste. Après, ils nous achètent quelques sacs Hermès. Mais quand même, ça ne le fait pas. Voilà, donc la taxe, qu'est-ce qu'il faudrait avoir? Les ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est que le niveau de taxation du CO2 qui déplace, qui rend légitime, par exemple, l'électrification des véhicules, on parle de quelque chose qui se promène entre 100 et 500 €. Ça dépend du type de véhicule, du machin, des hypothèses que vous faites sur le report modal. J'ai dit tout à l'heure qu'en fonction de l'endroit où vous mettez le tramway, le métro, le bus, etc., une partie du trafic est du trafic d'induction. Si vous prenez 10 personnes aujourd'hui qui empruntent le tramway de la Petite Ceinture à Paris, il y en a au mieux un qui vient de la voiture. Les autres, avant, ils prenaient le métro, ils marchaient à pied, ils prenaient le bus, etc. Donc vous ne pouvez pas dire j'ai 10 personnes dans le tramway, j'ai évité 10 voitures. Enfin, je vais être un peu taquin, peut-être que Madame Hidalgo dit, mais nous, les ingénieurs, on ne dit pas des trucs comme ça. Or, si vous dites je vais installer un tramway pour éviter des voitures, la vraie efficacité du tramway, c'est bien un passager sur 10 reporté de la voiture. C'est comme ça que vous devez faire le calcul si vous réfléchissez à la bonne utilisation de l'argent privé ou public. Parce qu'il n'y a pas de raison d'être plus gaspilleur de l'argent privé. Donc la question du coût à la tonne de CO2 évité, qui est un truc qu'on manipule tous les jours chez nous, se promène dans une fourchette de quelques centaines d'euros à la tonne de CO2 évité dans les transports quand vous passez par des voies purement technologiques. Hein, ça vous donne un ordre de grandeur. Je ne connais pas un marché du CO2 où on ait mis la tonne de carbone à 150 ou 200 €. Pas un. Donc la réponse sur est-ce que ça déplace en Californie les transports, la réponse est 1, j'en sais rien parce que je n'ai pas été regardé, mais 2, je suis prêt à parier une bouteille de champagne avec vous que l'effet est non perceptible. Toujours dans les questions rapides, comment est-ce qu'on fait pour subventionner la prime à la casse alors qu'on n'a plus d'argent? Alors en fait, on a de l'argent quand on subventionne. Il y a quelques cas de figure dans lesquels on a quand même de l'argent quand on subventionne le consommateur. Quelques cas de figure. C'est tous les cas de figure où, nonobstant ce que j'ai dit sur le contexte macroéconomique, l'investissement permet de baisser les importations de combustibles fossiles à service constant. 2 exemples évidents. L'isolation des logements chauffés au gaz et au fioul. Et ceux-là, s'ils sont chauffés à l'électricité, ça ne change pas la balance commerciale. Et la baisse de la consommation des véhicules à déplacement constant. Ça, ces 2 mesures-là, elles sont croissantistes au sens où vous évitez des importations à service constant. Donc, tout ce que vous ne payez pas à l'étranger, vous le rapatriez, vous êtes capable de le dépenser en service domestique, qui emploie du monde. Donc, c'est croissantiste, entre guillemets, à service constant. Alors, faisons un rapide calcul. Les importations de pétrole en France, avant que le pétrole se casse la gueule, c'était de l'ordre de 80 ou 90 milliards d'euros par an. Maintenant, on va dire que c'est 50. Dollars. 80 ou 90 milliards de dollars. Donc, c'était 50. Voilà, mettons 50 milliards d'euros en ordre de grandeur. Ça va être moins, mais ça va être plus, peu importe. 50 milliards d'euros, ça veut dire que si vous êtes capable d'éviter durablement la moitié de cette consommation, disons 25, si vous investissez dans quelque chose dont l'annuité est de 2% de votre investissement initial, vous avez le droit de multiplier 25 fois 50, si les taux sont nuls, pour obtenir le montant de l'investissement que vous pouvez consentir sans effet macroéconomique évident, ni dans un sens ni dans l'autre. D'accord ? Ça fait quand même un paquet d'argent. Il y a 30 millions de véhicules qui circulent en France. Si vous dites que chaque véhicule vaut 20 000 €, vous avez 600 milliards d'actifs circulants. Là, je vous ai dit 30 fois 25, vous êtes à 750. Enfin, vous voyez. Donc, il y a moyen de s'arranger,
mais c'est le seul cas de figure dans lequel vous pouvez le faire, parce que vous recirculez une externalité positive qui est des importations évitées. Si vous subventionnez un truc qui n'a pas d'effet sur les importations, là, c'est clair que vous avez perdu votre argent et vous le retrouverez pas pour faire autre chose. Si vous évitez, et je vais prendre un exemple après très concret, je ne sais pas si c'est encore temps de faire passer ça dans une loi de finances, mais qui est la question du biogaz. Parce que là, il y a une proposition très précise à faire aussi. Donc, une partie de cet argent qu'il faudrait mettre dans une prime à la casse, on peut le trouver dans les émissions, enfin dans les importations évitées. Mais quelque chose qu'il faut absolument savoir et que m'a appris le grand maître Orfeuille, c'est que les gens ont une logique budgétaire quand il s'agit des transports. Et donc, dans les limites de ce qu'a évoqué Alain, qui sont que biologiquement, vous n'allez pas faire 30 000 km par an juste pour le plaisir, simplement parce que l'essence coûte moins cher. Si vous avez du transport qui devient économiquement plus accessible, les gens vont en consommer plus. Parce que les gens ont une logique budgétaire. Alors ce que disait Orfeuille, c'est un peu moins vrai maintenant, mais ce que disait Orfeuille il y a 10 ou 15 ans, il disait, c'est très simple en Ile-de-France, les gens qui ont les moyens d'avoir une voiture ont une voiture. Et les gens qui n'ont pas de voiture, c'est les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture, y compris le cadre qui pourrait se l'acheter, mais qui n'a pas les moyens de la garer quand il va à la Défense. Donc vous retrouvez dans les transports en commun les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture, pas de place de parking à destination, et pas, enfin voilà, c'est cela que vous allez retrouver pour l'essentiel dans les transports en commun, disait Orfeuille. C'est un peu moins vrai maintenant, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. Ce qui veut dire que si vous passez les voitures à 2 litres au 100 alors qu'elles étaient à 6 litres, eh bien, il faut tripler le prix de l'essence. C'est exactement ça qu'il faut faire. Alors, vous pouvez tripler le prix de l'essence, ou bien vous pouvez passer par une vignette. Alors, une vignette, c'est quoi? C'est une taxe annuelle à la détention, qui est graduée de telle sorte que vous pourrez continuer dans ce monde-là à avoir une voiture qui consomme 10 litres par an, juste ça va vous coûter la moitié du prix de la voiture tous les ans, si vous avez envie de payer, très cher ami, payez. Donc c'est ça l'idée, hein. C'est la fameuse vignette qu'on a supprimée en 2000. Oui, sauf que l'idée de la vignette CO2, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, la toute petite différence, c'est que la vignette à l'époque était fonction que de la puissance. En fait, de la consommation. Hein, et elle n'était pas fonction d'externalité. Donc, quand je dis vignette CO2, c'est vignette fonction des émissions de CO2. Et le gros intérêt du système, c'est que l'inconvénient du bonus-malus, hein, c'est assez clair, c'est que vous payez qu'une fois. Et après, roule totor. Comme votre sujet, c'est le renouvellement du parc, il faut que la peine, je sais qu'il ne faut pas faire d'écologie punitive, hein, mais la peine, elle se rappelle à vous chaque année. Et donc, à la fin de l'histoire, vous commencez à trouver ça un peu désagréable. Ça vous incite assez fortement à changer s'il y a une offre alternative. Après, le point de Jean-Marc, hein, je le redis avec mes termes, je te repasse la parole, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que le problème de voitures basse consommation, si ce n'est pas compensé par une taxe carbone, c'est que l'essence coûtant pas cher, vous avez tendance à en consommer plus. C'est aussi bête que ça. Elle peut être par ailleurs différenciée selon les départements. Aujourd'hui, ce qu'on évoque, c'est un principe général. Donc là, on n'est pas arrivé avec la règle à calcul complète. Oui. Alors là-dessus, on avait un avis très tranché dont je n'ai pas dévié depuis le plein, s'il vous plaît, qui est que le prix de l'énergie doit être unique pour tous et lisible, et la réglementation des voitures unique pour tous et lisible. Et c'est par des mesures distinctes qu'il faut éventuellement redistribuer par ailleurs. Donc vous pouvez dire éventuellement, l'État, dans sa grande générosité, alloue à toute personne habitant dans un département, enfin maintenant il n'y aura plus de département, donc dans une zone à créer, ça va être un sujet de débat intéressant, dont la densité de peuplement est inférieure à Z habitants par hectare, une prime de temps pour aide à la mobilité. Voilà, ça, on peut très bien faire ce genre de choses. La dernière des choses à faire, c'est de moduler à la tête de pipe la peine dont parlait Alain. Alors, je suis d'accord avec lui, il ne faut surtout pas parler d'écologie punitive, mais l'incitation à ne pas faire, il ne faut pas qu'elle devienne illisible. Et parce que sinon, ici, vous connaissez les marchandages de cette maison par cœur, et moi, et mes buralistes, ils se font déjà, donc tu vas quand même me coller ce truc-là. Enfin bon, non mais voilà, donc on n'en sort plus. Dernier point sur le biogaz. Je disais tout à l'heure, il faut en priorité, si on s'intéresse à cette question, aller, c'est une des règles cardinales à mon avis, aller aux investissements qui demandent le moins de capitaux par unité de résultat espéré. Donc je veux supprimer 1 litre de diesel, je veux supprimer 1 litre d'essence, je veux supprimer 1 tonne de CO2, je veux supprimer 1 kilo de particules fines.
Dans l'univers économique qui est le nôtre aujourd'hui, il faut commencer par les mesures qui ont le plus faible capex par unité évitée. Ça fait l'affaire de la collectivité, ça ne fait évidemment pas l'affaire des gens qui vendent les équipements, parce qu'eux, ils préfèrent que vous alliez au plus fort taux de capex par unité évitée. Et alors pour ça, ça veut dire que dans le domaine du biogaz, l'usage qu'il faut favoriser en premier, c'est la substitution au carburant pétrolier, alors qu'aujourd'hui, on favorise en premier la génération électrique. On vient encore de lui donner un coup de pouce supplémentaire, oui, en supprimant l'obligation sur la valorisation de la chaleur. Oui, absolument. Oui, absolument. On est d'accord que c'est stupide, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc, mais il faut absolument favoriser en premier l'utilisation en substitution des carburants. Bah, vous êtes bien placé pour savoir pourquoi est-ce que dans ce pays, c'est la substitution de l'électricité qui est le plus poussée par une fraction des gens qui ont accès aux médias. Donc mais en attendant, si on s'intéresse à la question des transports routiers, c'est pas ça qu'il faut faire, et du pétrole plus largement, c'est substituer les usages carburants. Et là, il y a notamment quelque chose, à mon avis, assez intéressant à faire, alors qui ne concerne pas les grandes agglomérations, mais qui concerne tous les départements ruraux et les petites villes, qui est de regarder partout où on peut valoriser facilement le biogaz issu des déchets agricoles dans des dessertes régionales ou locales de bus, cars scolaires, dessertes des moyennes villes, etc. Et donc là, il y a un vrai sujet, Alain en a parlé, vers lequel il faudrait fiscalement flécher la valorisation du biogaz très rapidement. Parce que quand vous regardez les externalités évitées par le biogaz, c'est clairement dans le carburant évité que c'est le plus intéressant, à la fois en termes d'importation et en termes, soit dit en passant, d'emploi induit. Juste un tout petit point de commentaire très technique. Dans la définition de la contribution carbone présente actuellement, il n'y a pas de distinction entre le CO2 d'origine biogénique et le CO2 d'origine fossile, ce qui, de notre point de vue, est, à moins que ça ait été modifié tout à fait récemment, mais dans la première construction, ça ne l'était pas. Je parle sous le contrôle du président du groupe d'études sur ces sujets. On a auditionné GRT Gaz, etc., la semaine dernière, qui nous parlaient, eux, de la garantie d'origine, qui réglait le problème. Ça veut dire qu'ils ont trouvé une manière de contourner l'obstacle. En tous les cas, je rebondis et j'en remets sur ce que vient de dire Jean-Marc. Il est important, dans une logique générale de réduction des émissions de particules fines dans les centres-villes, de s'occuper de ces choses-là, parce que d'un point de vue industriel, le développement du bus au gaz ou du camion au gaz, il va être tiré par quelque chose. Et il y a une liaison entre la capacité de production de ces fameux biogaz et leur usage dans le transport, qui est l'usage central par rapport à votre question. Donc c'est peut-être un peu compliqué, c'est peut-être un jeu de billard à deux bandes, mais ça me paraît sur la table, vraiment. Et puisqu'on parle d'industrie, donc dernier point qui est la question industrielle, parce que vous en avez parlé, sur le déploiement de ce genre de véhicules. Alors, commençons par les bus. Il y a des compétences en France. Iveco a une usine de moteurs qui fait des moteurs à gaz. Et là, on va dire que les barrières à l'entrée sur les gros moteurs sont telles que la délocalisation de ce genre d'usine, c'est quand même pas un truc qui va si vite que ça. Donc là, on peut y aller assez franco, à mon avis, assez vite. Les acteurs présents en France, ils sauront en tirer parti. Sur les voitures, c'est une toute autre histoire, parce que sur les voitures aujourd'hui, il faut faire une nouvelle chaîne dédiée à la production de véhicules à 2 litres au 100 si on veut la lancer. Et là, sans trahir de secret, le seuil de rentabilité d'un investissement de cette nature, c'est quelques centaines de milliers de véhicules par an. Or, le marché automobile français aujourd'hui est de 2 millions, mais en baisse, puisque comme vous l'avez très justement dit, en univers économiquement contraint, la durée de détention des objets s'accroît, c'est vrai pour tout. Et ça va notamment être vrai pour les voitures. Dans l'univers que j'ai décrit, qui est peut-être pas très rose, mais enfin que j'ai décrit, la tendance naturelle des gens va être de conserver l'existant de plus en plus longtemps. Hein. Et ce que vous constatez aujourd'hui, c'est à bas bruit ce qui va s'amplifier plus tard. Je le redis, hein, depuis 2007, le monde a changé, il est en train de changer, et donc effectivement, c'est de plus en plus les vieux qui achètent des voitures, de plus en plus neuves, de plus en plus vieux, etc. Si vous voulez qu'un acteur, Peugeot pour ne pas le nommer, puisque c'est lui qui a pris position de la manière la plus offensive sur la question du véhicule très faiblement consommateur,
investisse les quelques milliards d'euros qui sont nécessaires dans une usine qui fabrique ce genre de truc, il ne va pas le faire juste pour nos beaux yeux. Il va le faire s'il a la garantie que le retour sur investissement arrivera, c'est-à-dire que le marché est protégé sur une durée suffisamment longue et pour un volume suffisamment important pour que ça arrive. Protéger un marché porte le très vilain nom de protectionnisme. Je pense pour ma part, la première fois que je l'ai écrit, c'était en 2002, que sur les infrastructures lourdes, la libre concurrence est une ânerie sans nom. Ça conduit à perdre du capital et pas à améliorer le sort commun. Et donc ce qu'il faut sur les domaines qui demandent des investissements très lourds, c'est un oligopole bien régulé. Dit autrement, on encadre la rente de l'acteur privé à des niveaux qui sont tels que socialement ça reste acceptable. Ça peut être un monopole ou un oligopole, ça dépend des secteurs. Donc qu'il s'agisse des transports, de l'industrie lourde, de la fabrication très capitalistique des moyens de transport, je dis bien très capitalistique, si vous voulez faire des vélos, ce n'est pas le même problème, mais très capitalistique des moyens de transport, donc les trains et les voitures, et encore plus les avions, de l'électricité, etc. L'idée que la libre concurrence prépare un avenir meilleur pour le consommateur et le citoyen français est malheureusement une vue de l'esprit. Là, on a un petit sujet dans la construction européenne, mais on est déjà en train de le sentir. Les Anglais, qui étaient les plus libéraux du lot, sont en train de faire dans leur électricité à eux l'exact inverse de ce qu'ils ont distillé à la Commission pendant 20 ans. Ils sont en train de faire dans leur transport à eux du jacobinisme bien senti. Je ne sais pas si vous savez, mais le grand Londres, Johnson, a dit « c'est moi le chef pour tout ». Et ça marche de mieux en mieux parce qu'il décide de tout. Donc l'intermodalité, il n'y a pas de problème. Il sait quand arrivent les bus et quand partent les trains, etc. Et donc du coup, les connexions se font, les infrastructures sont... Enfin, c'est moi le chef. Bon. C'est pas vraiment ce que vous avez appris des Anglais dans leur tradition libérale, etc., des dernières décennies. Donc il y a un moment où il faut savoir être intelligemment régulateur. Je ne dis pas que l'État s'occupe du sort de chacun, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Il y a des domaines dans lesquels il faut accepter l'idée que la concurrence libre et non faussée, etc., ce n'est pas le bonheur du peuple à long terme, et qu'il faut être un peu plus agile que ça là aussi, et pas dogmatique. Et donc la question de la substitution rapide des moyens de transport, compte tenu des montants en jeu, je vous ai dit tout à l'heure, le parc français c'est 600 milliards d'euros, les infrastructures de transport en France c'est de l'ordre du millier de milliards, c'est absolument évident que ce n'est pas en disant je fais 3 règles de marché et que le meilleur gagne, qu'en univers économique contraint, qu'on va arriver spontanément par la main invisible à quelque chose qui sera extrêmement pertinent. Donc, une fois que j'ai fait cette grande diatribe sur la partie fabrication des véhicules à 2 litres, je pense que ça va de pair avec le fait qu'il faut commencer à étudier de très près les possibilités d'exception à la règle de libre concurrence qui doivent être possibles puisque pour la PAC, on en a fait un certain nombre. Donc, je pense que sans modifier les traités, il doit y avoir quelque chose de possible sur la gestion des exceptions et en particulier qu'à partir de maintenant, on fasse rentrer dans les têtes l'idée que la sauvegarde du vaisseau spatial qui s'appelle la Terre et la baisse de la dépendance délétère de l'Europe aux combustibles importés peut justifier des exceptions à la règle commune applicable aux producteurs de carottes, de chevalets, de chaises et de chaussures. Et tant que vous n'aurez pas réglé ce problème, la question de la politique industrielle intégrée avec la politique environnementale, vous n'arriverez pas à la régler. Une haie qu'il faut absolument franchir. Alors, on peut bricoler, je ne dis pas qu'on peut absolument rien faire, on peut essayer de trouver des interstices, etc. Mais pour faire en grand des trucs qui sont vraiment devenus nécessaires, il faut absolument s'attaquer de front à ce problème qui est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de politique intégrée, industrie/environnement dans le contexte actuel. Donc vous pouvez faire une bonne politique environnementale, ça renvoie à ce qui était dit tout à l'heure, faire en même temps la bonne politique industrielle qui va avec, on n'est pas équipé pour. Y a-t-il, chers collègues, des questions complémentaires? Il y a peut-être la question qui se posait au sujet du calendrier possible pour une reconversion industrielle, compte tenu des indications que vous venez de donner. Avez-vous une idée d'un timing qui serait susceptible d'être acceptable pour nous? Aussi vite que possible, mais je crois qu'Alain, il a un avis personnel sur les fenêtres politiques pour commencer à faire des choses en grand. Est-ce qu'on peut raisonner sur le calendrier industriel indépendamment du calendrier politique? Oui. Je ne crois pas. Ça ne me paraît pas tout à fait... Alors, je crois qu'on est...
Il y a des horizons très longs qui sont les horizons du bâtiment et du logement. Une maison, c'est 100 ans de durée de vie. Le parc de véhicules, ça doit être à une vitesse de renouvellement de 12-13 ans. Ouais, tu crois? Ouais. On est entre 15 et 20, on est passé à 20. Ouais. Et donc, c'est par rapport à ça qu'il faut faire les raisonnements politiques, puisque les constructeurs et les industriels, ils raisonnent par rapport à ces horizons-là. Donc, on est forcément sur des pas de temps qui sont fonction de ces délais-là. C'est pas précis, mais je vois pas comment on peut être beaucoup plus précis que ça. Moi, l'impression que j'ai, par ailleurs, et plus globalement, c'est que ce qui est attendu des industriels en matière de normes, de règles et de fiscalité, c'est de la visibilité et de la stratégie. C'est une évidence absolue, mais face à l'État, il faut la redire. Donc si on a un regret en disant notre cerveau gauche est PM et NOx et notre cerveau droit est CO2 et on n'a pas bien collé les deux cerveaux ensemble et donc du coup on se trouve avec trop de NOx et trop de CO2 et de N2O et pas assez de PM et du CO2, on est plutôt content puisque ça baisse. Ben, il faut que le signal des 10, 15, 20 prochaines années soit qu'on joue sur ces deux tableaux-là. Et entre-temps, comme on l'a dit, je pense tout le long de cette réunion avec vous, entre-temps, il y a eu tellement de progrès technologiques qu'on est devant des perspectives qui sont jouables. C'est-à-dire le fameux gagnant-gagnant. C'est-à-dire je gagne sur PM et NOx et je gagne sur CO2. C'est quelque chose qu'on peut envisager aujourd'hui. Je pense que si on avait posé ce sujet-là en 2007, on aurait eu quelques ennuis parce que les industriels nous auraient dit vous êtes fous, quoi. Là, ils ne peuvent pas nous dire ça. Vraiment pas. Donc, il faut, à mon avis, si je raisonne en calendrier, ce qui me paraît essentiel, c'est la tendance des crédibles. Et pour ce qui fera qu'elle sera crédible, c'est à vous de le voir, mais sur des horizons de 10 à 20 ans, et ensuite des échéances qui permettent de franchir des étapes année après année, parce que la logique industrielle est comme ça. Merci infiniment. Je crois que notre collègue a une question, M. Kemel. Merci. C'est l'ode aux oligopoles ou aux monopoles qui me fait suggérer la question. Donc, pour les constituer, quels sont les chemins à prendre? Et peut-être en termes d'organisation du système financier et de préconisation donc des modes de financement à ces oligopoles. Il n'y a pas besoin de les constituer, ils existent. Quand vous regardez la construction de voitures en France, c'est un oligopole. Il existe déjà. Enfin, je veux dire, vous avez 2 groupes français, quelques groupes étrangers qui ont des usines en France. Enfin, je veux dire, vous avez un nombre d'acteurs. Quand vous discutez avec les acteurs du monde automobile en France, vous avez 10 personnes dans la salle. Enfin, je veux dire, donc il existe déjà. Quand vous regardez les gestionnaires d'infrastructures, il existe déjà. Vous avez un gestionnaire pour le réseau ferré et vous avez 3 gestionnaires pour les autoroutes concédées. Vous avez un gestionnaire délégué par petits morceaux pour les routes anciennement dites nationales. Enfin, donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut du monopole ou de l'oligopole partout, je le redis, j'ai aucune envie que ce soit un fonctionnaire qui s'occupe de fabriquer mes chaussures. Par contre, je pense que quand on est dans un monde dans lequel la barrière à l'entrée est monstrueusement capitalistique, là, de vouloir à toute force faire rentrer de la concurrence c'est perdre son temps et perdre son argent. Voilà, c'est juste ça que je suis en train de dire. Donc vous n'allez pas faire 3 Eurotunnels au motif qu'il faut de la concurrence sur le trafic transmanche. D'accord. Bon, à un moment, vous dites, j'en fais un, je régule, quoi. Bon. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'aller les chercher ailleurs que là où ils sont. Vous les avez déjà en face de vous. Après, ce qu'il faut, là je vais être un peu taquin, c'est retrouver au sein de la fonction publique et du monde politique une capacité à discuter sur les mêmes horizons de temps que ceux dont a parlé Alain, parce que je vais être un tout petit peu provocant par rapport à ce qu'il a dit. Vous trouvez encore même des choses hallucinantes, même dans des sociétés cotées, avec des comptes trimestriels. Et ça, vous trouvez encore de temps en temps, en cherchant bien, en grattant bien, là, comme le cèpe dans la mousse, vous arrivez à trouver un type qui s'occupe de discuter à 20 ans. Vous en trouvez un de temps en temps. Là-dessus, il va voir le monde politique. Le monde politique va vous dire, je te garantis un cadre stable sur 20 ans. Il le croit aujourd'hui? C'est ça le sujet. Il lui dit, tu me racontes n'importe quoi. À la prochaine élection, tu vas dire exactement l'inverse. On va faire un peu de fact-checking. Vous savez, je vais prendre les 60 propositions de la dernière élection, puis je vais regarder ce qu'elles sont devenues. Donc, le mec n'a aucune confiance. Donc, le dialogue, je ne suis pas en train de défendre l'entreprise privée, je suis juste en train de vous dire la situation telle qu'elle est. Donc, vous avez un vrai sujet aujourd'hui, c'est que l'État retrouve une position
d'acteur crédible, et j'insiste sur le crédible, dans sa capacité à faire des cadres de moyen et de long terme qui créent une confiance partagée avec les acteurs qu'il a en face de lui. Et je suis au regret de dire qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour plein de raisons, donc on ne va pas épiloguer, mais c'est un sujet majeur, à mon avis, de préoccupation pour le monde politique. C'est vraiment un sujet de préoccupation majeur, ça doit être vu comme un sujet de préoccupation majeur pour le monde politique. Merci beaucoup. Madame la rapporteure, une dernière question. Oui, moi j'en avais une dernière. Bon, on peut par ailleurs avoir une approche, comment dire, bon, sur le caractère prévisible et planifié de la réglementation qui est évident. C'est le problème qu'il y a actuellement sur les nouvelles normes européennes qui ne sont pas encore décidées début 2015 et qui sont censées s'appliquer en 2017. Donc on voit ça en long, en large et en travers dans le travail qu'on est en train de faire. Non, ma question c'était sur vous avez dit à un moment donné, je ne sais plus lequel de vous deux, il ne faut pas mettre d'argent public considérable sur des choix technologiques. C'est Alain qui a dit ça. C'est Alain. Bon. Si on veut pouvoir faire ce qui était évoqué sur la question du biogaz, par exemple, si on veut développer aujourd'hui massivement le transport de marchandises avec des camions fonctionnant au gaz ou au biogaz, on a un problème d'infrastructure. Si on veut faire un environnement de développement possible pour le véhicule électrique, on a un sujet d'infrastructure. Donc, même si on reformule une position de l'État qui serait celle de la neutralité technologique avec des critères réglementaires ou fiscaux clairs, basés sur des critères objectifs, CO2, particules, NOx, etc., qui soient beaucoup plus simples, beaucoup plus clairs, et j'allais dire ensuite aux acteurs économiques de se débrouiller pour remplir les cases et atteindre les objectifs et respecter les règles, l'État doit quand même faire des choix par rapport à ces infrastructures. Voilà, donc c'est sur cette contradiction que je voulais pointer. Alors, je vais peut-être... Non, je ne vais pas faire parler les présents, donc Alain dira ce qu'il a voulu dire exactement par les choix. Moi, je comprends comme, à un moment où le jeu reste ouvert, avec des... Voilà, avec des technologies qui sont concurrentes pour atteindre un résultat identique, il ne faut pas préempter un résultat à un moment où on n'a pas les cartes en main pour savoir ce qui va sortir. Moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. Oui, moi, ce que je voulais dire très précisément, c'est que mettre beaucoup d'argent public sur la voiture électrique à un moment où on en vend 20 000 par an, ça me paraît aventureux, parce qu'on ne sait pas si cette technologie-là va l'emporter sur le véhicule hybride rechargeable. C'est ça que je dis. J'ai pas... Hybride rechargeable a lui aussi besoin de voilà, ou si c'est pas la motorisation à 2 litres au 100 qui va gagner la partie. Donc c'est ça que j'ai dit. Mais je n'ai pas dit qu'il fallait pas du tout investir en infrastructure, et j'ai dit sur le bus au gaz d'une part et sur l'électrique en ville d'autre part, il y a des choses à faire. Donc la nuance est dans la quantité d'argent et dans le déploiement qu'on fait. C'est-à-dire installer, alors je caricature parce que je sais bien que c'est pas du tout votre intention, hein, mais installer des bornes de recharge électrique dans toute la France en se disant les gens vont prendre une voiture électrique et ils vont avoir besoin d'une borne de recharge régulière pour se recharger comme ils en ont pour se recharger l'essence, ça me paraît aujourd'hui très prématuré. C'est ça mon point. Et si j'ai insisté sur les flottes et sur le bus, c'est que c'est précisément, à mon avis, des manières d'optimiser la dépense, puisque si on est sur la flotte de bus d'un acteur comme la RATP ou les bus lyonnais, là, comment il s'appelle Non, et le métro lyonnais, enfin tout l'opérateur lyonnais. Là, c'est Keolis. Oui, et ben on aura besoin on a un acteur, on a un système de CAPEX qui est limité et dont on voit bien le contour. C'est ça mon point. Je vais faire une toute petite incidente et je vais revenir à la politique sur un point important. Une des choses que j'ai apprises après le grand plaidoyer qu'on a sorti sur la taxe carbone, c'est qu'une solution rationnelle à un problème rationnel ne fait pas un truc qui enthousiasme les gens. Donc ça veut dire que c'est nécessaire mais pas suffisant. Et la raison pour laquelle on aime tant les arbitrages technologiques, c'est que l'arbitrage technologique, il nomme le projet. Il dit, c'est là que les gens vont bosser, c'est là que je vais dire qu'il y a des objets à montrer, c'est là que je vais pouvoir couper des rubans, c'est là que, etc. Et on a besoin de ça.
Donc, sans me mettre du tout en porte-à-faux par rapport à ce que vient de dire Alain, il y a un équilibre perpétuel à trouver entre je fais quand même des choses parce que je dois incarner l'action dans des trucs qui sont un peu concrets. Je ne peux pas me contenter, même si elles sont indispensables, de mesures qui sont le cadre fiscal, réglementaire, etc., qui permet aux choses de naître, parce que le cadre fiscal et réglementaire, c'est d'abord la règle du jeu contraignante et ensuite le truc sympathique. Chronologiquement, c'est dans cet ordre que les choses se font. Et particulièrement en ce moment où on a besoin de messages d'espoir, on préfère que ça se fasse dans l'autre sens. D'abord avoir du sympathique, puis ensuite on voudra bien avoir un peu de réglementaire. C'est ce qui, avec des expressions un peu caricaturales, a été illustré par l'écologie punitive et autres trucs de ce genre-là, à droite comme à gauche. Je ne suis pas en train de distribuer les bons et les mauvais points, chacun avec sa formule l'a dit. Donc, donc à un moment, on est obligé de faire ses choix à cause de ça, parce qu'on n'a pas le temps de dire aux gens, on ne peut pas dire aux gens, je fais juste l'interdiction. Je vous assure, attendez un peu, il va sortir des trucs rigolos. Vous êtes obligé de leur nommer les choses. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que quand on fait quelques calculs simples, hélas, trop souvent absents en préalable de la décision publique, alors les calculs simples s'appellent en général des règles de 3, pas très compliqué, on arrive assez vite à faire la part des choses entre les trucs qui sont mornés, les trucs qui ont du potentiel mais qui ne sont pas encore là, et les trucs qui sont prêts à être déployés. Et en particulier, une règle cardinale qui serait de calculer systématiquement les investissements au litre de pétrole évité ou à la tonne de CO2 évité, permettrait de faire un premier tri dans les investissements très robuste, vraiment très robuste. Parce que ça vous dit tout de suite si vous allez vous essouffler avant d'avoir réglé 1/100 du problème, ou si vous allez déployer quelque chose qui va prendre une place significative dans l'éventail des solutions. Et par ailleurs, on aime bien en France raisonner tout blanc ou noir. Donc Alain, d'une manière, moi je vais le redire d'une autre manière, c'est pas voiture électrique, pas voiture électrique. Il y aura des voitures électriques. La bonne question, c'est de savoir s'il y en aura 50 000 ou 10 millions. Ou n'importe quoi entre les deux. Voilà. Et il y a des cas de figure dans lesquels la voiture électrique a toute sa pertinence, des cas de figure dans lesquels c'est la dernière des conneries à faire. Et, enfin, voilà, il n'y a pas de les Français aiment bien les vérités universelles, mais en fait, ce qu'il faut, c'est avoir la possibilité de nommer précisément les choses sur l'action, mais par contre d'avoir des règles de gestion qui permettent de savoir ce qu'on fait, qui elles sont technologie neutrales justement, qui s'appliquent quels que soient les choix qu'on fait et qui permettent de comparer les éventualités les unes avec les autres, à la fois en termes de potentiel et de coût. Et on en manque cruellement dans la gestion énergétique, soit dit en passant, dans la manière dont on fait les choix.